Jusqu'à 1h sur Europe 1. Sophie Peters. Bienvenue dans la Libre Antenne, l'émission dans laquelle vous êtes libre d'exprimer ce qui vous traverse en ce moment, de partager avec d'autres auditeurs et de déposer ce qui vous pèse. Très souvent, je vous oriente vers un changement de posture pour rétablir certaines situations qui vous échappent. Mais c'est quoi une posture ? Eh bien, c'est le comportement affiché par une personne au moment où elle se parle à elle-même ou lorsqu'elle communique avec les autres. En d'autres termes, si vous êtes en disposition positive à l'égard de vous-même et de vos interlocuteurs, cela se voit ou plutôt se ressent dans votre ton de voix, vos expressions de visage, vos gestes. Alors que dès lors que vous émettez des signaux négatifs, fussent-ils à peine perceptibles, le résultat c'est un sous-entendu. Ce qui n'est pas dit et qui est tout de même exprimé par sous-entendu est un facteur de dérapage assuré de la relation. Alors pour éviter tout dérapage, 3 clés peuvent vous aider. La lucidité, cette capacité à percevoir votre environnement en faisant la part entre vos ressentis, vos opinions et les faits. Connaître et reconnaître les enjeux en présence d'un conflit, aussi bien les vôtres que ceux des autres, est une démonstration de cette capacité. Ensuite, la bienveillance, deuxième clé, qui ne s'apprend pas, mais se décide et qui consiste à accepter l'autre sans jugement négatif. Alors là, l'intention ne suffit pas, la bienveillance se vérifie par l'action. Et puis enfin, troisième clé, une démarche constructive visant à tirer des rencontres de la vie une valeur ajoutée et de quoi bâtir le futur. Alors avec ces 3 clés, vous êtes préparés pour le meilleur. Et si vous souhaitez trier le bon grain de l'ivraie, Amandine et Corentin vous accueillent ce soir très librement au 3921 et c'est Nicolas Godet qui réalise cette émission. N'oubliez pas que vous pouvez également réagir et questionner les auditeurs avec vos SMS au 7 39 21 en commençant votre texto par le mot nuit ou nous adresser un mail sur europe1.fr ou sur la page Facebook de la Libre Antenne du week-end. 39 21, je vous écoute et je vous réponds. Europe 1. Sophie Peters. Bonsoir Brigitte. Brigitte, vous êtes avec nous ? Ah, on a perdu d'emblée, on n'entend pas la voix. Allô, allô, oui, ah, formidable. Oui, bonsoir Ouais, Brigitte. Bonjour, vous êtes à l'antenne d'Europe 1. Est-ce qu'on m'entend bien ? Parce Oui. que j'ai un nouveau téléphone et le haut-parleur, je ne sais jamais comment il faut le mettre. Ça va ? Bah oui, Nicolas me dit ça va. Donc Bon, c'est super. si Nicolas dit que c'est OK, voilà. c'est que ça bon, roule. Super. Si la technique va bien, je vais pouvoir parler correctement. Exactement. Alors, et vous vouliez nous parler justement, vous, de dérapage au travail. Alors là, un dérapage vraiment sérieux. Ouais. Alors donc, ça fait 20 ans que je travaille dans cette bibliothèque. Mmh. Et j'ai toujours eu un souci de positionnement. Mmh. Il a fallu toujours que je m'accorde toujours avec l'équipe. Et alors donc, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Donc, le premier gros dérapage que j'ai eu. Alors donc, on est 5 personnes dans le centre culturel, dans la bibliothèque, et nous, on est dans un centre culturel. Donc, on est quand même pas mal de collègues. Premier dérapage que j'ai vécu ou que je n'ai vraiment rien cerné, c'est une collègue qui venait d'être grand-mère et on a décidé, enfin moi je n'avais pas décidé ça, mes collègues ont décidé de lui offrir un cadeau et moi cette collègue m'avait dit qu'elle avait besoin d'une chaise haute. Elle parlait comme ça en me disant il va falloir, voilà. Donc ma collègue arrive, celle qui est la plus autoritaire, qui a un peu plus, qui a beaucoup d'influence dans la bibliothèque, me dit que le cadeau pour ma collègue faisait 25 €, que c'était un hamac acheté à Amnesty International, un hamac en coton bio. Et moi, je me souviens bien de lui avoir dit, parce que ça fait une dizaine d'années, hein, mais c'était tellement marquant. Tu sais, c'est très très bien ce que tu as fait. Je trouve ça vraiment bien que ce que tu as pensé, mais ce que tu as fait. Mais par contre, on est une équipe et j'aurais bien aimé faire partie
du choix, parce que tu vois, eh bien, en fin de compte, la chaise haute aurait été intéressante. Et elle est partie en vrille, carrément. Elle m'a dit qu'elle en avait ras de mal, qu'elle en avait marre, qu'elle s'en doutait que j'allais penser ça, que j'étais jamais d'accord. Ça m'a tout dit, vraiment. Et donc, elle a été pleurée partout, et je me suis retrouvée, on me regardait mal. Ça a été vraiment. L'influence qu'elle a eue sur l'équipe, le centre culturel, vraiment, je regardais ça avec étonnement. Et donc, le cadeau a été acheté sans moi, ce hamac, et ils lui ont offert, ils étaient tous dans le hall, et moi j'étais toute seule dans la bibliothèque à ranger les livres. Et Vous n'avez pas osé venir ? Vous n'avez pas osé venir au moment du cadeau ? Non, j'ai pas osé parce que d'abord j'étais pas conviée et puis c'était tellement. Comment ça vous étiez pas conviée ? Je n'ai pas mis, voilà. Oui, mais comment ça vous étiez pas conviée puisque tout le personnel était convié ? Voilà, parce que tout le monde avait participé du coup. Mais sauf vous. En sachant qu'il y a des personnes qui ont dit, moi non, si à chaque fois il y en a qui n'étaient pas d'accord, arrive dans les entreprises. Tout le monde a été d'accord. Donc il y a une influence certaine de cette personne sur elle a une influence que moi j'ai pas et puis que j'ai pas envie d'avoir aussi. Oui. Enfin, ça c'est clair. Je suis pas d'accord avec ce principe-là. Mais donc elle a réussi, voilà. Et puis on a continué bon gré mal gré avec toujours ce genre de petites choses qui m'arrivaient où j'étais un peu à l'écart. Pour tout ce que je faisais, tout ça pour des choses, voilà. Toujours du fait de cette personne-là ou avec d'autres personnes ? Toujours le fait de cette personne-là ? Souvent parce qu'elle est très amie avec la responsable de la bibliothèque. D'accord. Et elle est très amie. Ouais. Alors du coup, c'est pas facile parce que la réaction, leur relation, ne nous permet pas de s'imposer par rapport à des choix d'animation. Enfin voilà, parce qu'elles sont toujours toutes les deux. Elles décident de toutes les deux. En sachant que notre responsable, elle est très cool, elle est très, elle est un peu, elle laisse faire un peu les choses. Donc comme l'autre, elle est autoritaire, elle s'appuie toutes les deux, voilà. Et donc ça a déséquilibré la bibliothèque, ça. Enfin, ça a déséquilibré l'ambiance. Alors la chose, c'est que mes deux autres collègues la suivent. Mais moi, je refuse de la suivre parce que je dis c'est pas ma chef. Donc, quand elle a décidé, parce qu'il y a des ordres, enfin il y a des règlements. On a choisi, par exemple, le jeudi matin de ranger les livres de la section adulte et le vendredi de la section jeunesse. Mais si elle a décidé de tout ranger le même jour, parce que on sait pourquoi, j'ai quand même expliqué. Comme elle veut aller en RTT, tout ça, elle dit je vais tout ranger, comme ça je serai tranquille. Ils vont pas m'accuser de voilà. Donc voilà. Et tout le monde la suit. Et moi, un jour, je l'ai pas suivi. Je lui dis mais qui c'est qui te l'a dit ça? Et alors là, elle s'est remise en colère, il y en a marre, voilà. Et les deux autres la suivent vraiment systématiquement, ils la suivent. Donc j'ai compris. Alors ça, par contre, je l'ai compris. J'ai un docteur qui me l'a expliqué ça, qui m'a dit que il fallait quand il se passait comme ça, il fallait la reprendre et remettre le chef de service, le chef de service en premier. Et voilà, et qu'elle n'avait pas à me parler comme ça, parce que de toute manière, même au niveau de la hiérarchie, je suis en dessous de la chef de service, puisque j'ai passé un concours qui fait que, mais bon, qu'on ne veut donc pas. Je ne sais pas marcher ça, mais bon. D'accord, mais vous êtes au-dessus d'elle hiérarchiquement. Voilà, hiérarchiquement, voilà. Nous avons le même âge. Je suis la plus ancienne à son niveau, et voilà. Donc, je ne sais pas comment. Attendez, vous êtes hiérarchiquement au-dessus d'elle, mais elle ne vous rapporte pas à vous. Vous n'êtes pas sa chef. Ah non, jamais. On n'a jamais voulu faire ça. D'accord. Il y a que la mairie qui le considère quand ma chef est pas là. C'est moi qui vais signer les factures et tout ça. D'accord. C'est moi qui suis appelée, voilà. Si elle n'est pas là, c'est moi qui remplace. Et ça dérange beaucoup l'équipe. Bon, voilà. Donc alors qu'est-ce que j'ai comme différence par rapport à mes collègues? Je suis extrêmement passionnée par, on va dire, mon métier, les livres. Et les gens, j'aime bien transmettre, voilà. D'abord j'ai été libraire, ensuite j'ai fait toujours du livre, donc j'ai appris à être un peu moins excessive, on m'a demandé de faire un peu moins, donc par exemple quand les gens arrivent, par exemple, s'il y en a une, elle est au pré, puis moi je range les livres, les gens, comme ils savent que je lis beaucoup et que j'aime bien, ils viennent me voir. Donc il a fallu maintenant qu'il faut que je descende. Enfin, il fallait que je descende parce que je rendais la personne auprès un peu idiote. Donc j'ai rien dit, j'ai pas répondu, et pareil, j'ai pas répondu parce que moi je lis, voilà. Et les gens me suivent, et c'est vraiment. Il m'est arrivé aussi que si je suis auprès en section jeunesse, que les gens montent
pour avoir un conseil de lecture pour me dire que le livre que je leur ai conseillé était bien. Et ça, c'est plus possible. On m'a dit c'est plus possible. Donc j'ai appris quand même à... Mais alors, attendez, Brigitte, là, c'est extraordinaire parce qu'en fait, on est en train de vous empêcher de bien faire votre métier. En fait, vous faites bien votre métier, mais ça leur va pas parce que ça dérange la petite homéostasie de l'équipe en jeu psychologique, en plaintes diverses, en médiocrité éventuelle. Mais c'est un peu ça. Et donc j'ai eu donc un gros clash il y a 1 an. Oui. Où là donc on avait de l'accueil de classe avec une institutrice qui était, on a vu, tout le monde le disait, maltraitante avec les enfants. Je l'ai dit. Même j'ai mon collègue, alors lui c'est l'homme grand, fort, costaud, qui dit moi si je faisais la classe, tu verrais un peu ce que je ferais. Et j'ai bien dit, et on peut faire quoi alors? Pas de réponse. Et l'année dernière, j'ai vu quelque chose de beaucoup plus grave. Elle a secoué pendant 1 heure une petite fille, disant qu'elle était autiste et que je te la balance à droite, à gauche et tout. Enfin bref, une chose horrible. Et c'était, j'ai dit, mais là, c'est pas normal. C'est vraiment pas normal. Il faut que je fasse quelque chose. Puis comme devant ce silence et tout ça, je me suis adressée donc à l'association de parents d'élèves pour leur demander. Et ils m'ont dit, en effet, qu'il y avait bien un essai d'action et tout ça. Et puis, donc, ils ont noté mon témoignage, mais j'ai rien dit à mes collègues, rien. Parce que, par habitude, que je parle pas, j'ai rien dit, j'ai pas osé, enfin, voilà. Et ce qui fait qu'il y a eu un peu de mouvement, parce qu'en fin de compte, ils voulaient rencontrer le psychologue de l'école. Le psychologue en a marre de cet institut, il a envoyé tout le dossier au rectorat. Le rectorat a renvoyé sur l'école, et il y avait donc témoignage d'un agent. Et donc, ils ont téléphoné, tout ça. Et donc, quand ça s'est su, eh bien, je l'ai dit à ma responsable, c'est moi. Et puis, le directeur du centre culturel est venu. Il a dit, oui, mais alors, pourquoi tu ne nous l'as pas dit? J'ai dit, vous le saviez. Mais là, j'ai voulu juste poser la question à l'association de parents d'élèves parce que vous le saviez. Alors, c'est pas vrai, ils ne savaient pas. Ma responsable ne savait pas. Plus personne ne savait. Ne savait pas quoi? L'institutrice était maltraitante ou que vous aviez? Alors qu'on en a parlé, on a même dit que, que la bibliothécaire qui s'occupait de cette institutrice, ça ne serait pas chaque année la même parce que c'est beaucoup trop lourd. Et je l'ai faite chaque année sans rien dire, sans rien dire que c'était pas normal, ça soit toujours moi, et en disant que c'était incroyable, que c'était vraiment pas normal que cette institutrice elle fasse comme ça avec les enfants. Et donc là, eh bien, le maire l'a su, bien sûr. Donc, ils ont été voir le maire. Et en revenant, ils m'ont dit, tu sais, le maire n'est pas content. Hein, tu n'as pas suivi la hiérarchie. Tu as une faute professionnelle. Ça ne va pas du tout. J'ai dit, je les ai regardés. Puis je dis, écoutez, je vais aller voir le maire alors. Oui, c'est bien. Donc, je suis allée voir le maire. Mais avant, j'ai vu une psychologue. Pendant 1 heure. Et là, donc, elle m'a juste rectifié quelque chose que je pensais, j'avais vraiment. Elle m'a dit, qu'est-ce que vous allez dire au maire? Je lui ai dit, je vais dire que j'ai un problème de communication dans mon équipe. Et elle m'a dit non. Il y a un problème de communication dans votre équipe qui vous empêche de communiquer normalement, mais vous communiquez très bien. Donc, j'étais un peu forte de ça. Ouais, très bien. Et puis, elle m'a expliqué que mon fonctionnement ne s'accordait pas avec le fonctionnement de mon équipe. Elle m'a expliqué et elle m'a dit, là, votre mère, vous allez bien il va falloir peut-être trouver une solution. Donc, je vais le voir, je lui explique. Alors, un homme dont on dit beaucoup de mal, eh bien, en fin de compte, il m'a dit, mais qu'est-ce que t'as foutu? Il a commencé par me dire, mais qu'est-ce que t'as foutu? Et tout. Mais j'ai dit, mais je viens pour m'expliquer. Je me suis expliquée et j'ai trouvé un homme ouvert, tolérant, incroyablement intelligent, et qui m'a dit, comment tu peux expliquer les réactions de ton équipe avec toi? Oui. Alors je lui ai dit, je ne peux pas les expliquer. Je ne sais pas, je comprends pas. Alors il me dit, qu'est-ce que tu veux faire de ça? Alors je lui dis, tu sais, il y a un poste aux archives, je sais qu'il est libre, je sais qu'on ne veut pas trop y aller, mais en fin de compte, je veux bien y aller. Il me dit, ah non, pas du tout. Toi, tu es très bien à la bibliothèque, tu restes à la bibliothèque. Donc je suis repartie, il m'a dit, écoute, on va se débrouiller, t'inquiète pas, je vais faire bouger les choses, t'inquiète pas, reviens à la bibliothèque. Et quand je suis revenue à la bibliothèque, avec le sourire, j'étais contente. J'ai dit, il m'a compris, c'est bon, mais t'inquiète pas, je gère les choses. Mes collègues pensaient que j'allais avoir une faute professionnelle, une mise à pied. Je leur ai dit, ils ne revenaient pas. Tout est parti. Ils font tout de suite bloc par rapport à ça. Voilà, et ça continuait. Et puis,
comment ça a dégénéré un peu plus, parce qu'on a un salon du livre, on a des animations que je fais beaucoup, mais qui sont, je suis pas aidée, alors je suis pas aidée pour ça, donc j'ai arrêté de les faire. Et puis il y a eu d'autres soucis, ce qui fait que le maire il est venu à la bibliothèque, puis il l'a dit là. Il l'a dit, puis en fin de compte, on a parlé, donc moi j'ai parlé, j'ai dit qu'il y avait des problèmes un peu de mauvaise communication, qui fait qu'il y avait beaucoup d'agressivité. Donc ma collègue, toujours la même, qui a le même âge que moi, qui dit je sais, il y a des fois, on est un petit peu, on parle un peu fort et tout ça. Il lui a dit, prends un peu de tranxène, toi, parce que ça va pas du tout de parler comme ça aux gens. Mm-hmm. Bon voilà, donc là c'était... Ils pensaient que c'était moi qui... ça les a un peu embêtés, ils ont regardé le maire, mince alors, voilà. Ça c'est... donc il est parti en disant qu'il fallait absolument apprendre à communiquer ensemble. Il a fait une bonne leçon et tout ça. Ouais. Et il a dit, si ça se passe pas bien dans cette équipe, j'en accuse la chef de service et le directeur du centre culturel. Voilà, il a dit, c'est comme ça et pas autrement. Bon, il est parti. Donc là, de nouveau, pareil... Ils vont parler dans leur coin, je continue à travailler, moi, puis tout ça. Donc ça s'est pas arrangé derrière, il n'y a pas eu d'effort, il n'y a pas eu de volonté que les choses s'arrangent. Non, ma responsable me dit à chaque fois, je suis entièrement d'accord avec toi, je comprends tout à fait ce que tu dis, je suis entièrement d'accord avec toi. Mais elle est victime. Je suis d'accord avec toi, elle n'arrête pas de me dire ça en douce, mais en réunion, elle me laisse m'écraser. Elle a peur, d'accord. Elle a peur, voilà. On a quand même des fortes têtes, parce qu'il y a aussi l'homme qui est assez, Et donc, parce que j'ai vécu une autre agressivité comme ça, une agression plutôt, parce qu'une institutrice l'année dernière, je vais la rencontrer pour une animation, puis elle me dit je voudrais bien faire avec les enfants raconter une histoire avec le kamishibai. Le kamishibai, c'est un théâtre japonais. Ouais. Donc c'est un système que je connais pas. Mais je dis écoute, je veux bien apprendre. Je vais aller voir ma responsable et je vais voir si on peut le faire. Le kamishibai, il a été acheté. On a le théâtre japonais, on a les livres, on a tout. Ça fait 3 ans. Donc je vais la voir dans son bureau. Je lui ai dit, est-ce que je peux faire ça? Elle me dit super, c'est super, super, super. Il faut que les enfants viennent beaucoup plus à la bibliothèque. Tu peux, il y a aucun souci. On en parle en équipe. Arrivée en équipe, je me suis fait littéralement allumer. On m'a dit, il y en a ras-le-bol, mais déjà que tout le boulot qu'on a à faire. Et tout ça, ça a été vraiment d'une agressivité, mais j'ai dit, puis alors donc là, comme je vous écoute beaucoup, j'ai dit, je fais silence, tant pis. J'ai pas envie de cette agressivité, j'ai laissé, et on m'a dit, c'est au mois de juin, on verra ça au mois de septembre. Il y a ma chef qui m'a dit ça. Bon, au mois de septembre, j'étais reposée, tout ça, et j'ai dit, simplement, on a repris alors elle m'a dit, Brigitte, toi, ton projet de kamishibai, alors j'ai dit, il est où le kamishibai? Je l'ai fait à l'ironie. Oui, mais... Il est posé là. Alors j'ai dit, je crois qu'il est bien ici, Brigitte, parce que ça énerve tout le monde. Oui, Brigitte, et on m'a attendez. dit non, pourquoi? Alors j'ai dit, bon. Et alors j'ai dit, je voulais faire une activité kamishibai. Alors c'est le mot activité qui est pas bien. Et on est reparti dans une violence et tout, mais vraiment incroyable. Voilà. Brigitte, je vous interromps 2 minutes parce que je crois que si je vous laisse, là, vous nous faites toute l'émission. Oui. Mais ça, c'est votre projet. Donc en quoi l'équipe vous en veut, en quoi l'équipe est impactée par ce projet? Elle n'a pas travaillé dessus puisque c'est votre projet. Voilà. Alors la réponse, c'est que y en a marre. Il y a trop d'activités. Oui, mais en quoi? Attendez. En quoi c'est une conséquence sur eux? Eh bien, j'aurais dû leur poser la question. Oui, Brigitte, moi, en fait, vous êtes un peu perdue dans tous ces détails, dans toutes ces histoires. Oui, je voudrais pas je voudrais être un peu plus concise. Ouais. Et ce qui s'est passé, j'ai eu un gros clash hier. À propos de quoi? Alors donc, après cette réunion la semaine dernière, la réunion elle a commencé. Moi, j'étais au Salon du Livre de Paris. J'ai voulu présenter ce que j'ai vu les auteurs marocains, tout ça et tout. Et puis ils ont commencé à se regarder en rigolant. Voilà, donc j'ai dit c'est pas la peine. Alors, j'ai dit écoutez, je vais vous faire une synthèse écrite parce que vous regarderez si vous voulez, c'est pas grave, voilà. J'ai voulu présenter d'autres choses, j'ai vu qu'ils comprenaient pas, ils cherchaient, voilà. Et après, il y a eu une histoire avec le samedi. On a toujours, il y en a deux, la chef et sa copine sont à temps partiel, elles veulent jamais travailler le samedi. Et on voulait mettre une autre organisation en place, sachant que la personne en RTT qui pose aussi un samedi, elle doit revenir s'il n'y a plus que 2 personnes à la bibliothèque et puis s'il y en a une qui est malade. Okay. Voilà. Et j'ai dit que je n'étais pas d'accord.
parce que puis avec une astreinte, enfin j'ai dit que c'était pas du tout dans le règlement, qu'il y avait rien, mais je m'étais déjà renseignée à la mairie et voilà. Et alors là, c'est parti en vrille. Et là j'ai dit, écoutez, le maire a dit que si on se plaisait pas dans notre équipe, il faut partir. Et ben moi je m'en vais. Voilà. Et ils m'ont regardé, mais en rigolant, mais vraiment, va-t'en avec ce que je raconte, mais vraiment, c'était agressif. Je suis partie voir mon docteur, j'ai pris rendez-vous. Ensuite, je me suis montée à la mairie et j'ai demandé la DGS. J'ai dit, voilà, c'est pas ça, ça et ça. Elle me dit, je vais voir. Il y a 4 heures, hier après-midi, à 4 heures, dans son bureau, elle m'a dit, Brigitte, j'ai rencontré cette équipe, j'ai vu le maire, il faut qu'on te sorte de là. Bon, tu vas travailler aux archives si tu veux bien. Sinon, on va te chercher notre bibliothèque, tu vas voir, mais sinon, Brigitte. voilà. Brigitte, vous avez besoin de quoi ce soir ? Ce soir, j'ai les trouilles de recommencer la même chose que j'ai vécue avec cette équipe. Pourquoi ? Qu'est-ce qui vous fait penser ça ? Eh bien, parce que j'arrive pas à me défendre, puis je ne sais pas, parce que comme si ça venait de vous, que si tous les problèmes venaient de vous. Donc là, ça crée un doute. Vous dites, si j'ai vécu ça à cet endroit-là et j'ai tenu si longtemps, c'est que forcément, il y a quelque chose chez moi, on va dire, qui cloche. Et donc, je vais emmener ça ailleurs et ça va recommencer. Ça va recommencer, En fait, vous êtes traumatisée, Brigitte, il y a de quoi ? Parce que vous avez tenu très très longtemps dans une équipe très toxique. Mais en même temps, vous avez tenu trop longtemps sans vous faire aider et sans apprendre à faire autrement. Parce qu'il y a des moyens de faire autrement. Je dis pas que on ne peut pas changer les autres. Mais quand on comprend comment fonctionnent les autres, il y avait dans l'ordre du comportement, de la communication, dans votre façon de communiquer, parce que ce qu'on entend dans tous vos détails, certes, vous êtes totalement passionné, effectivement, par votre métier et par le bien travailler, le bien faire son travail, c'est quelque chose, qui vous anime. Et je crois que fondamentalement, ce qui vous rend dingue dans cette équipe, c'est que c'est pas du tout partagé par les autres. C'est-à-dire que, comme vous dites, si elles peuvent prendre leur RTT, on est plus côté fonction publique là, dans le style, mais qu'amour des livres. Et ça vous rend dingue. Voilà. Mais maintenant, vous êtes quelqu'un qui a tendance à avoir raison toute seule dans l'équipe. Et vous le savez que vous avez raison. Enfin, quand je dis vous le savez, c'est que de votre point de vue, j'ai forcément raison puisque je suis dans l'éthique, la passion d'un métier, les livres, je suis dans l'axe, Donc, j'ai raison toute seule. Oui, mais alors, quand on a raison tout seul, ce qui peut être vrai, mais j'allais dire, peu importe, parce que le gros problème d'avoir raison toute seule, c'est que j'ai raison contre les autres, et si j'ai raison contre les autres le sentent, et les autres m'en veulent, et les autres vont être vent debout contre moi. Vous avez des managers dans les entreprises ou des collaborateurs ou dans des équipes qui font très très bien leur travail. Des gens comme vous voyez, très investis, vraiment c'est nickel, vraiment un grand travail de qualité, qui ont souvent raison et d'ailleurs et qui sont très pas chatouilleux mais très à cheval sur effectivement l'éthique d'un travail, les règlements, la loi, etc. Et vous dans ce type de personnalité, plongé dans une équipe qui est elle totale presque à l'inverse de vous, et vous savez que vous avez, je veux dire, une forme de justice pour vous, mais vous pouvez pas créer de lien. C'est que le problème aussi que vous avez c'est que quand vous savez que vous avez raison toute seule et que vous êtes scandalisé, on va presque dire à juste titre sur le papier parce que vous observez, mais en même temps la contrepartie, c'est vous pouvez pas tenir compte des autres parce que vous pouvez pas faire alliance avec eux et vous pouvez pas créer de lien. Or le travail, c'est une équipe. Alors les seuls liens que j'ai actuellement dans ce centre culturel, c'est les femmes de ménage avec qui je vais parler et on rigole et voilà, c'est le seul lien que j'ai. Oui, parce que là, il n'y a plus de compétition et de concurrence sur la façon de faire un métier, parce qu'avec elle, vous ne partagez pas le même métier. Donc vous pouvez être complètement amis et en lien avec elle parce que c'est pas sur le même métier. Mais là où ça vient vous toucher, c'est on fait le même métier, mais c'est pas possible d'avoir cette façon de pourquoi je ne partage pas presque. C'est sans doute même douloureux chez vous de ne pas partager cet amour du métier, votre investissement et vous qui l'aimez tant, imaginez, on a une passion, on aime quelque chose, on est censé la partager avec des gens et on réalise qu'en fait, c'est pas partagé, c'est-à-dire le fond, voilà. Mais pour vous, Brigitte, c'est une question de forme, c'est-à-dire peu importe que la passion du métier soit pas partagée, vous avez envie de tracer et de faire vos projets. La question c'est comment je peux fonctionner, bon même si là vous changez, mais ce que vous devez comprendre c'est oui, j'ai tout à fait le droit d'être différente des autres, j'ai tout à fait le droit d'être passionnée par mon métier, mais pour autant de ne pas être contre les autres, de ne pas me positionner
parce qu'ils le sentent. Je parlais de posture tout à l'heure dans mon introduction. Le sous-entendu, c'est je fais bien mon travail et vous le faites mal. Évidemment que vous le dites pas comme ça, mais il y a ce sous-entendu. Non, parce que j'essaie de comprendre, j'essaie d'écouter. Alors mon équipe sont beaucoup dans la douleur, dans le en mode chaque victime. Matin, c'est bon, oui, voilà. Mais ça vous exaspère. J'ai mal là, je suis fatiguée. Oui. Ben j'écoute, j'essaie de. Oui, mais après, non, parce que c'est pas vous. Oui, mais alors là, attendez, Brigitte, là, c'est pas de l'authenticité, parce que là, vous essayez d'écouter ce qui foncièrement ne vous va pas. Alors, imaginez ça me comment va un petit peu, puis après il arrive un moment où j'ai envie d'aller travailler, quoi. Mais non, mais ça peut pas ça peut pas vous aller. La question, c'est que du coup, vous rentrez dans leur jeu, et quand vous rentrez dans le jeu, vous rentrez dans le piège. C'est un jeu. Là, vous êtes en plein dans ce qu'on appelle. Ils sont contents, hein. Ah ben non, mais c'est surtout que vous prenez un coup à la fin. Oui, c'est que vous avez fourni un effort sur quelque chose qui n'est pas vous. Oui, c'est ça. Si vous étiez resté dans une posture claire, en traçant vos valeurs, ce qui est important pour vous, sans vous préoccuper des valeurs des autres, mais tout en faisant avec eux, avec ce qu'ils sont capables de donner, ni plus ni moins. Vous les changerez pas. Là, vous auriez pu créer quelque chose de plus tranquille pour vous. Mais là, vous leur avez servi sur un plateau qui vous êtes en pâture, en faisant en plus plein d'efforts pour faire style. Non, mais je vous assure, regardez comme on essaye de s'entendre. C'est plutôt l'inverse. Je sais que je ne peux pas m'entendre. Surtout qu'on ne s'entend pas tous bien. C'est-à-dire qu'il y a ça tourne. Et ça tourne. Il y a des fois, j'ai été très très amie avec le garçon, vraiment parce qu'on était un peu, voilà, on avait on nous avait mis sur la BCD ensemble, la bibliothèque de l'école primaire et tout. Puis en fin de compte, c'est lui qui a plus voulu travailler avec moi. Pourquoi ? Est-ce que vous savez pourquoi ? Parce qu'il dit qu'il préfère travailler tout seul. Non, mais ce serait intéressant d'en savoir plus. Est-ce que, parce que vouloir travailler tout seul, il veut plus travailler avec vous. Vous savez, on apprend sur soi aussi beaucoup par les autres. Ça veut pas dire, que c'est mal ou que c'est pas bien, mais c'est intéressant que vous ayez pas comme ça, parce que là, vous manquez de retour son et de retour d'image sur qui vous êtes au travail. Vous dites, j'ai appris à être moins excessive, et là, super, vous avez compris que, votre côté passionné pouvait je l'ai remplacé par du professionnel. Voilà, ah oui. Donc du coup, pour quelque chose de très précis, de la rigueur. Vous l'avez remplacé par la rigueur. Voilà. D'accord. Oui. Mais une rigueur dans une équipe qui, elle, n'est pas rigoureuse. Non, du tout. Du tout. Donc vous voyez que là, votre valeur est absolument pas respectée, mais plus vous devenez rigoureuse, plus vous montrez ou sous-entendez à l'équipe qu'ils ne le sont pas. La question, c'est pas moi par rapport aux autres, c'est il y a moi et il y a les autres. Mais là, vous vous situez par rapport. Et quand vous êtes par rapport, elle se resitue par rapport à vous et vous devenez le sale petit mouton noir de l'équipe. Voilà, c'est ça. Parce que c'est vous qui constamment leur montrez que ce qu'elles font ne va pas, même si vous ne le dites pas. Là, on est vraiment dans une histoire de posture. Alors que si vous faisiez tranquillement ce qui compte vraiment pour vous, mais vraiment ce qui vous aime, moi je vous dis pas de faire autrement que qui est-ce que vous êtes et votre passion et votre rigueur, mais de ne pas sous-entendre par votre comportement que du coup, c'est moins bien. D'accord, oui. Donc c'est faire avec. Et pas faire contre ou faire... On peut être tout à fait différent dans une entreprise, dans une équipe, au travail, en faisant comme on estime devoir faire, parce que c'est l'éthique de notre métier, sans pour autant sous-entendre aux autres, mais c'est, j'allais dire, ça se transpire après. C'est pas forcément des choses que vous dites, c'est des comportements, c'est des attitudes, c'est plein de petits détails. On est vraiment là dans la façon. On n'est pas dans le fond. Vous pensez qu'il y a un problème de fond. Le problème n'est pas dans le fond dans votre histoire. C'est un problème de forme. Alors, je vous dis pas que l'équipe a raison, et manifestement l'équipe est pas facile. On est bien d'accord. Mais là, je vous donne le cas dans une équipe qui effectivement n'est pas facile. Et donc, qu'est-ce que je fais pour rester dans mon authenticité ? Et être authentique, c'est ne pas faire ou dire des choses qu'on ne pense pas et qu'on ne partage pas. Or, c'est ce que vous avez fait. Vous, ça vous rase d'entendre leur jérémiade, mais vous dites non, mais ce serait bien pour créer du lien. C'est pas là que vous allez créer du lien. Vous auriez pu tout à fait, avec cette même histoire que vous racontez, vous créer beaucoup de respect et créer du respect autour de vous en montrant que vous adoriez votre travail, vous l'aimez toujours, je ne vais pas parler au passé, que vous le faites avec rigueur et bien, sans pour autant dégrader ce que font les autres.
Oui. Sans avoir, pardonnez-moi le côté donneur de leçons, mais vous n'êtes pas, mais laissez transpirer ça. Je ne dégrade pas vraiment parce qu'en fait, quand il y a des choses qui sont, parce que maintenant, comme on a des fiches chaque année, on passe devant, ça s'appelle, je suis un peu fatiguée, c'est pas un état des lieux, quoi. On est des obligé fiches de poste. Oui. Et donc, il y avait des choses que je faisais dans les vitrines, je présentais, puis maintenant, tout le monde le fait. Eh bien, voilà. moi, je trouve ça très, très bien, ça. Ça, c'est excellent. Alors, vous voyez, là, c'est intéressant ce cas-là, Brigitte. Vraiment, voilà, ça prouve que... Alors, puis même, d'accord. Moi, quand je le fais, on ne le regarde pas. Oui, Brigitte, mais ça prouve que vous avez cette capacité-là, mais que vous avez aussi, et aujourd'hui vous êtes malmenée, donc cette capacité, vous pouvez plus la développer parce que vous avez trop besoin de reconnaissance. Et là, vous êtes trop mal en point là-dessus. Ce qui est normal, là, je suis mal en point parce que bien sûr. Je sais moi, intérieurement, je sais ce que je vaux. Voilà, c'est ce que... Oui, mais vous n'avez pas la reconnaissance de la valeur que vous savez que vous avez. Et ça, c'est douloureux. Voilà. Et de l'investissement que vous y mettez. Mais vous la cherchez pas au bon endroit. C'est-à-dire que là où vous l'avez eu, dans le cas que vous me racontez, c'est-à-dire que les gens ont fait des choses, et donc c'est de la reconnaissance, vous auriez pu multiplier ça par une posture un peu différente. Mais moi, je vous encourage à pas lâcher ça, Brigitte, c'est-à-dire à faire ce travail sur vous, de décodage, de compréhension, un peu en finesse, sans du tout vous tirer une balle dans le pied ou vous malmener, vous, juste en essayant d'ajouter un peu de finesse, un peu de subtilité dans l'échange pour dire... Voilà, c'est pas que vous ayez tort, que les autres ont raison, que les autres aient tort et que vous ayez raison. Là, vous êtes très noir et blanc. C'est très manichéen ce que vous me racontez. Moi, je vous demande de mettre un peu d'arc-en-ciel, un peu de couleur. C'est-à-dire de faire et de faire avec les autres. Donc, si vous pouviez, vous faire aider d'un coach ou d'une psy, un peu sur du comportemental pour vous, ça vous aiderait beaucoup à comprendre. Et puis, non, il n'y a aucune raison. J'allais dire aucune raison. Il y a un travers que vous avez qui mérite d'être un petit peu travaillé. C'est-à-dire, c'est des curseurs, souvent nos comportements. C'est-à-dire que, en soi, sur le fond, ce que vous dites est tout à fait juste. Maintenant, il y a un petit peu de souplesse à travailler, comme de la gym, pour effectivement que ça se passe bien aux archives. D'accord, oui. Enfin, là, j'ai un peu de chance, c'est que je suis toute seule. Ah bon? Alors pourquoi vous avez peur? Oui, je prends les archives toute seule, je n'ai pas été formée, je vais me former. Mais attendez, Brigitte, pourquoi vous avez peur alors? De quoi vous avez peur alors? Par contre, j'arrive j'arrive à la mairie avec tout un tas de personnes autour, je vais avoir un bureau avec d'autres personnes, je vais avoir des relations avec, j'ai une DGS au-dessus, tout ça. Eh bien, je me suis dit, est-ce que je vais pouvoir intégrer ces équipes, ces gens avec sérénité? Alors, je les connais pourtant, avec sérénité. Oui, alors prenez... j'ai un peu peur maintenant. Okay. C'est normal. Brigitte, faites quelque chose de cette peur. C'est-à-dire, quand je dis faites-en quelque chose, allez agir de votre côté, allez faire un travail sur vous de votre côté pour comprendre. Et n'en faites pas trop en arrivant, parce que le problème d'avoir peur là, c'est que vous risquez d'en faire trop pour vouloir être accepté. Donc de multiplier l'intérêt que vous portez aux personnes et du coup d'être un peu envahissante, ce qui est peut-être un peu votre profil. Donc attention. Encore une histoire de curseur. Vous n'en faites pas trop. Voilà, profil bas. On arrive dans une équipe. C'est pas tant une histoire de discrétion. Vous pouvez vous intéresser aux autres, être tel qu'en vous-même. Ne forcez pas non plus le trait dans l'autre sens. Ce sera pas vous. Mais faites au plus juste de qui vous êtes. C'est-à-dire restez vous-même, mais sans monter le son, quoi. Oui, d'accord. Et puis, au début d'un poste, on est en observation, donc vous allez vous mettre en posture d'observatrice et de découvrir les uns et les autres sans mettre trop votre grain de sel. D'accord. Même si vous en avez un. Je suis pas trop du genre à me mettre mon grain de sel. D'accord. Mais parce que de toute manière, je vais pas être concernée. Je les ai vus ce matin, je leur ai dit, moi, ça me concerne pas. C'est vrai, là, vraiment, je découvre. Donc, non, je pense pas que je mette vraiment mon grain de sel. D'accord. Non, mais très bien, Brigitte, pas de souci. Je suis un peu... c'est tout. Mais alors, soyez, un petit peu, j'allais dire, profil bas dans le sens observation. Et puis, prenez acte de tout ce que vous venez de nous raconter et de ce que vous comprenez pour aller faire un travail sur vous, pour juste assouplir quelque chose en vous par rapport au travail. Mais ça mérite vraiment, parce que en soi, il n'y a pas quelque chose que vous faites mal. Il y a juste quelque chose à comprendre dans vos relations. Oui. Je ne sais pas ce que je fais de mal. Voilà, c'est ça. Non, mais c'est pas là. Le sujet n'est pas là. D'accord ?
Le sujet n'est pas que vous faites mal. Le sujet, c'est que c'est comment je comprends moi et les autres, moi et les relations, comment je me positionne. C'est une histoire de positionnement chez vous. Voilà. D'accord. C'est pas que vous faites mal, c'est que vous n'êtes pas dans le bon axe. Voilà, c'est une histoire d'axe. Hein, et donc il faut que j'aille voir un psychologue. Oui, celle que vous aviez vue qui vous avait paru bien. Allez la retrouver, allez la voir. Oui, elle m'avait paru bien. Si elle vous avait bien aidé, allez la voir avec ce qu'on s'est dit là ce soir et essayer de décoder vos propres comportements au travail avec elle. D'accord. Ça va vous aider. Très bien. Très bien. Écoutez, je vous remercie. Bon courage à vous. Bon courage, Brigitte. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir, Sophie. Bonsoir, René. Bonsoir. Bienvenue. Merci. René, vous vouliez nous parler, je crois, de la relation avec votre mari. Alors, oui. Alors, c'est une situation qui est devenue très difficile pour moi parce que, alors, c'est un problème de santé grave quand même. Rapidement, sans trop rentrer dans les détails, pour cerner un peu, mon mari a eu un cancer de la mâchoire il y a 10 ans, qui a été bien soigné, bien enrayé avec de la radiothérapie. Mais le problème est que la radiothérapie a nécrosé sa mâchoire et il a fallu reconstruire la mâchoire avec de l'os du péroné. Moi, ce qui a été fait, mais il y a eu un problème pendant l'intervention, alors que maintenant on parle plus de cancer, mais il s'est réveillé, la langue avait été coupée parce qu'elle avait été nécrosée. Donc, elle est nécrosée pour une raison qu'on connaît pas. Ignore. En fait. Voilà. Moi, je l'ignore. Après, je ne sais pas la chirurgien. Donc, la greffe a bien pris. L'os du péroné a bien pris avec la mâchoire. Donc, la mâchoire est à nouveau, on va dire, à peu près solide, parce que l'état n'est pas quand même comme l'état initial. Mais en fait, ce qui n'était pas prévu, c'est que la langue était nécrosée et qu'il a fallu la couper pendant l'intervention. Alors, juste après l'opération, on m'a téléphoné, on m'a dit ça s'est bien passé. Malheureusement, on a dû lui couper la langue alors que la langue était saine, elle n'avait rien la langue. Alors évidemment, moi, par téléphone, j'ai dit mais comment il va faire le pauvre et effectivement, depuis, ça fait 2 ans, c'est très 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 difficile parce que sans langue, évidemment, on ne peut pas manger, on ne peut pas parler. C'est épouvantable. Ça se tirait sans arrêt, parce qu'il ne peut pas avaler sa salive correctement, il fait des fausses fautes à chaque fois. Donc je pensais, je l'accompagne, il m'a dit ça va être dur pour toi, tu ne vas pas supporter. Je dis si, mais effectivement, je lui ai dit je resterai toujours à tes côtés, donc je suis à ses côtés, mais c'est très difficile parce on partage plus rien. Bien sûr, oui. Rien du tout, rien. Même dans les activités, René, c'est-à-dire, oui, je comprends dans le langage, bien entendu, mais est-ce que vous pouvez encore faire des choses ensemble, que vous aimiez faire ensemble avant? Alors, c'est-à-dire que ce qu'on faisait pas vraiment énormément de choses, mais on sortait un peu, quelques petites sorties au restaurant, donc forcément, ça n'existe plus. Les courses, on les fait plus ensemble parce que c'est plus son domaine, on va pas acheter de la nourriture. René, pardonnez-moi, comme on vous entend pas très bien, par moment on vous perd un peu. Est-ce que vous pouvez bien, rester proche de votre téléphone? Oui, il doit bouger. Ah, super. Là, c'est beaucoup mieux. Merci. D'accord. Merci. Voilà. Alors, les sorties qu'on faisait avant, il veut plus sortir. Il s'est replié sur lui-même parce que quand on sortait. Si on allait chez des personnes, si on allait boire un coup quelque part, manger quelque part, c'est des choses qu'il ne peut plus faire. Il ne peut plus échanger avec les autres personnes parce que les autres personnes ne le comprennent pas beaucoup. Donc les sorties chez les autres, on va dire même à l'extérieur, il ne veut plus. On partage, pour parler, il va à l'essentiel. Donc, il arrive un peu à parler quand même. Il arrive quand même un peu à parler. Je comprends pas tout, mais j'ai compris le sens de la phrase, donc j'ai tout compris quand même. Bon, je fais répéter quelques fois, mais du coup, comme il voit que je comprends pas tout, il parle de moins en moins. Et comme il parle de moins en moins, il parle de moins en moins bien. Ouais, bien sûr. Voilà, parce qu'il faut savoir qu'il a plus toute la partie visible de la langue a été supprimée en fait. Alors, forcément, moi j'ai pas accepté. Et avec la chirurgienne, on a eu quelques mots parce que elle comprend pas que j'ai pas accepté ça puisque c'était pas prévu, quoi. C'était pas une complication. Bien sûr. C'était pas
complication. Parce que si ça avait été une complication évoquée, mon mari leur dit bon, moi, je vais attendre un petit peu, quoi. Mais non, c'était pas la complication, c'était juste que la greffe ne prenne pas. Et puis qu'on aurait vu ça à un autre moment. Mais là, non. Et il y a un moyen de greffe, justement Non, du tout. C'est ça, en fait, qui est désolant, parce qu'il a 61 ans, moi aussi. Oui, vous êtes jeune. Et c'est jusqu'à la fin de notre vie comme ça, puisque moi, je vais rester à ses côtés. Alors, ce qui est difficile, c'est qu'il s'est replié sur lui-même. Il s'occupe beaucoup de lui. Bon, il s'est pris en charge, heureusement, il se prend bien en charge. C'est-à-dire que il se passe les poches, les poches sont directement reliées à l'estomac, donc c'est lui qui gère tout ça. Il s'aspire sans arrêt, puisque sinon il fait des fausses routes et il tousse, il s'étouffe. Tout ça, il le fait bien. Mais du coup, il fait plus rien pour moi. Il fait rien pour moi. Oui, mais il n'y a plus de relation à deux. Mais c'est ça que vous dites. Il n'y a plus. Vous vous sentez abandonné, vous? Ah oui, complètement. Et je lui en veux. Et juste aussitôt après, je m'en veux de lui en vouloir. Bien sûr. Donc, voilà. Et je veux quand même continuer près de lui. Je veux rester à côté de lui. Donc, j'ai besoin d'aide. Comment faire pour supporter la situation et comment l'aider lui Quand vous dites, René, je lui en veux et après je m'en veux de lui en vouloir, il n'y a effectivement pas lieu ni de l'un ni de l'autre. C'est faire avec cette situation très difficile et du coup, vous questionner et voir avec vous qu'est-ce qui peut fonctionner pour vous dans cette situation. Quand je dis qu'est-ce qui peut, c'est trouver pour vous activité, soutien, amis, entourage, tout ce qui vous va justement nourrir, venir apaiser ce sentiment d'abandon. C'est que à partir du moment où il a une autonomie, et bien sûr, voilà, vous décidez de rester à ses côtés, mais que vous puissiez, parce que vous avez des besoins, aller nourrir ces besoins par d'autres moyens que celui qu'avant lui nourrissait, parce que lui ne peut plus. C'est vraiment faire le deuil d'une part de ce qu'il y avait dans cette relation, donc une immense tristesse et beaucoup de colère. Donc vous êtes en fait vraiment dans un processus de deuil, c'est-à-dire de renoncer à une relation dans laquelle vous étiez heureuse et quelque chose est perdu, voilà, de lui, de vous deux. Et ça, c'est terriblement douloureux. Et donc, ce que vous décrivez, je viens de vous dire, est normal, légitime, parce que colère, chantage, tristesse, déni, voilà, vous passez par toutes ces phases-là, en boucle, par moment. Et commencer une enquête pour vous, de vous dire, qu'est-ce qui va pouvoir maintenant compter pour moi, qu'est-ce que je vais faire avec moi, comment je vais prendre soin de moi, parce que c'est vraiment, bien sûr que voilà, il y a le soin de lui et lui sait aussi prendre soin de lui puisqu'il sait pourvoir à son autonomie. Mais dans l'histoire maintenant, ça vous renvoie à vous-même et à la responsabilité que vous avez de devoir prendre soin de vous et de cette femme blessée, elle aussi, bien sûr. J'y parviens un peu parce que je travaille encore. Oui, c'est important. Encore cette année, après je vais arrêter. J'ai quand même des amis. Bon, je sors avec mes amis quelquefois, un petit restaurant. Mais bon, c'est pareil, c'est des amis qui sont en couple aussi. Des fois, oui, alors ça vous ramène. Oui, ça vous ramène forcément à la perte. Et continuer votre travail un peu plus longtemps, c'est possible? Non, j'ai pas envie. Je suis fatiguée. Vous êtes fatiguée. Oui, je suis fatiguée. Mais en tout cas, imaginez peut-être un après. Ce travail, une autre type d'activité que vous aviez pas le temps de faire, qui vous aurait toujours fait rêver. Voilà, est-ce que de nourrir un projet qui va être un projet personnel pour vous, d'une part de vous qui demande à être encore réalisé. Il y a toujours des parts de nous, qu'on n'a pas eu le temps, on n'a pas eu l'opportunité. Peut-être que c'est le moment pour vous aussi de réaliser quelque chose avec vous-même que vous n'avez pas investi, parce que il y avait une vie qui ne le permettait pas forcément. Peut-être à regarder ça. Ouais, mais ça reste que... Et pourtant, ça fait 2 ans, ça va faire 2 ans. Il me semblait que j'acceptais mieux au départ. Et là, je me rends compte que c'est
c'est jusqu'à la fin de notre vie, en fait. Donc, oui. Il y a Yvan qui demande, est-ce qu'il y a eu réparation financière ou reconnaissance de cette souffrance de l'hôpital ? Est-ce que c'est une faute d'ailleurs, demande Fabienne ? Est-ce que c'est une faute médicale et à ce moment-là qui mériterait que vous montiez un peu au créneau ? Parce qu'à ce moment-là, ça aussi, ça va vous aider à vous reconstruire. Oui. Alors... Et lui aussi. On a demandé, moi j'ai demandé un rendez-vous donc avec la chirurgienne, avec les chirurgiens, qui m'ont dit qu'ils n'avaient pas compris, ils savaient pas, ils pensaient que c'était un embole, c'est-à-dire un caillot qui aurait bouché l'artère qui alimentait la langue, donc ça pourrait être ça, mais sans certitude. Et donc pour eux, non, c'était. Et après quand j'insistais, elle m'a dit mais vous comprenez pas, c'était difficile comme opération, etc. Donc moi j'ai saisi l'ONIAM. L'ONIAM c'est l'organisme, voilà. Donc j'ai saisi l'ONIAM, c'est en cours, c'est assez long. Moi ça m'aide parce que ça. Très bien, mais oui, voilà. Ça m'aide. Bon, lui, mon mari, il n'est pas pour, mais il est pour rien. Mais parce que sûrement il est un peu déprimé aussi, et il y a de quoi. Donc il y a ça aussi pour vous apporter, sans doute un épisode un peu dépressif pour lui qui est difficile. Et d'ailleurs peut-être avoir pour vous, peut-être pas tout de suite, mais à repenser, à retravailler votre couple, sur quelle base il va repartir ce couple-là, parce que lui aussi porte la culpabilité de vous faire vivre ça. Ça doit le déprimer aussi beaucoup parce qu'il doit sentir une forme de culpabilité. Donc chacun est un peu prisonnier de l'autre dans votre histoire. Et il faut faire attention de ne pas vous enfermer là-dedans. Gardez les plus beaux éléments de votre amour, de votre lien. J'allais dire, c'est un sale coup de la vie et du destin qui vous arrive à tous les deux. Et prenez-le tous les deux comme cette épreuve dans laquelle vous faites front sans vous renvoyer la balle. Parce que sinon, ça risque de vous abîmer. Chacun et ensemble. Mais lui, il me reproche rien. Lui, quand je lui reproche des choses... Non, bien sûr. Je le secoue un peu. Je lui dis, c'est comme ça, il faut accepter. Mais bouge-toi un peu, fais des choses. Mais lui, non, il répond rien. Mais le problème, c'est qu'il ne peut pas tellement... René, je vous arrête parce qu'on arrive au journal. Mais voilà, je ne vais pas vous laisser comme ça. Je vous propose qu'on se retrouve juste après le journal de minuit, d'accord ? D'accord. À tout de suite, À tout de suite, René. D'accord. Jusqu'à 1h sur Europe 1. Sophie Peters. C'est la libre antenne qui se poursuit avec vous et en direct, une libre antenne dans laquelle vous êtes libre d'exprimer ce qui vous traverse en ce moment, de partager avec d'autres auditeurs et de déposer ce qui vous pèse. Et parfois, il s'agit bien souvent de modifier notre posture, c'est-à-dire notre disposition intérieure pour que les choses s'arrangent avec 3 clés: la lucidité, la bienveillance et une démarche constructive. Ça vous aidera beaucoup. En attendant, nous sommes là pour vous aider à y voir plus clair dans vos vies. Amandine et Corentin vous accueillent ce soir très librement au 39 21 et c'est Nicolas Godet qui réalise cette émission. N'oubliez pas que vous pouvez également réagir et questionner les auditeurs avec vos SMS au 7 39 21, commençant votre texto par le mot nuit, ou nous adresser un mail sur europe1.fr ou sur la page Facebook de la Libre Antenne du Week-end. 39 21, je vous écoute et je vous réponds. Europe 1. Sophie Peters. Rebonsoir René, vous êtes là? Oui, René. Vous nous parliez donc de l'épisode très douloureux que vous traversez avec votre mari qui a eu un cancer de la mâchoire et qui très récemment, lors d'une opération, a perdu sa langue. Et comment, de quelle façon votre couple est impacté par et la relation impactée par ce manque de communication et puis sans doute aussi un état un peu
un peu difficile pour lui, un peu dépressif, on pourrait dire, qu'il traverse, et vous et chacun d'entre vous un peu de culpabilité. Alors il y a Colette pendant le journal qui nous a contacté pour vous et qui, je trouve, propose. Je vous parlais juste avant de vous quitter, justement, de trouver un projet à deux, de repenser cette relation sur de nouvelles bases. Et Colette propose que vous appreniez, par exemple, le langage des signes. Elle dit que ce serait une autre façon de communiquer tous les deux, ou d'écrire l'alphabet dans le creux de la main. Ça leur donnerait une activité ensemble. Il y a Toinil qui, elle aussi, dit si vous appreniez tous les deux le langage des signes, ça vous donnerait un but commun. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, René? Alors, moi, je vois pas ça tellement possible parce que c'était quelqu'un quand même qui s'exprimait verbalement très très bien. Oui. Alors donc ça manque et en même temps apprendre la langue des signes, il faudrait sortir de la maison et il veut pas sortir. Mais parce qu'il veut pas sortir parce qu'il est en train de s'isoler, il est en danger. Oui. Oui. Alors que sortir pour apprendre un nouveau mode de relation, le langage des signes, quand on voit ce qu'il pratique parler, va très vite et peut se dire beaucoup de choses. C'est un projet commun. C'est important de pas le laisser non plus lui s'isoler parce qu'il va s'emmurer. Surtout s'il avait accès au langage, il l'a toujours dans sa tête. Oui. Et donc il va se raconter beaucoup de choses. Oui. Et en se racontant beaucoup de choses, il risque de déprimer de plus en plus. Oui. Et c'est-à-dire que aussi, ce qui est difficile, c'est qu'il est obligé de s'aspirer plusieurs fois dans la journée. Donc c'est un peu difficile de sortir dans ces conditions-là. Voilà. Il peut pas emmener son appareil avec lui. Ah non. C'est un appareil, ce qui est assez important quand même, c'est branché sur secteur. D'accord. Et donc voilà, il est obligé de s'aspirer parce que sinon c'est des cannes de tout n'en plus finir. Donc, d'accord. Donc il y a plusieurs choses qui font que c'est un peu difficile. Bon, à moins qu'aujourd'hui, peut-être que par le biais d'Internet, peut-être qu'il y a un apprentissage possible ou quelqu'un qui vienne vous aider à ça dans votre région. On peut aussi imaginer des solutions. Bon, c'était une proposition. En tout cas, il y a un nouveau langage, il y a une nouvelle relation à construire entre vous. Vraiment, parce que c'est ce que je vous disais juste avant qu'on se quitte là pour le journal, vous risquez de tomber dans le piège finalement, chacun se renfermant, chacun lui s'en voulant à lui, vous lui en voulant un peu, mais vous en voulant aussi. Donc chacun va s'emmurer dans sa difficulté, parce qu'effectivement vous avez bien une difficulté là que vous traversez, c'est bien une épreuve. Mais si chacun la vit dans son coin et la porte tout seul, alors le couple va avoir du mal à tenir, ou alors il tiendra, mais par la morale, les bons sentiments, parce qu'il faut, parce que je dois, et il manquera quelque chose d'essentiel. Oui, mais j'en suis bien consciente de tout ça, j'en suis bien consciente. C'est ce que je comprends. Ouais. Et malheureusement, j'ai l'impression que je fais rien de bien pour lui, parce que je fais tout ce qui est matériel, tout ce qu'il a besoin, je lui amène. C'est énorme ça. Ce serait quoi ? Alors ce serait quoi, René, faire quelque chose de bien pour lui ? En dehors déjà de tout ce que vous faites, qui n'est pas rien. L'approche charnelle, par exemple, le prendre dans mes bras, des choses comme ça, je ne le fais plus. J'ai même du mal à dormir près de lui parce que ça me fait mal de le voir un peu dégradé comme bien ça. Sûr. Donc voilà. Oui. Donc c'est ça, quoi. Je dors près de lui, puis j'en peux plus. Je pars parce que ça me fait mal. Mais lui, je ne sais pas s'il voit ça parce qu'on n'en parle pas. En fait. Non, mais il le sent. Il le sent. Oui, forcément. Il me dit pourquoi tu pars, mais je dis parce que c'est vrai, j'arrive pas à me rendormir. Donc, si je vais ailleurs, je vais dans une autre chambre. Il vous faut du temps, René. Il vous faut du temps parce que c'est très soudain et très brutal. Et il faut que vous soyez douce aussi avec vous-même. C'est que pour vous, et je trouve que vous avez beaucoup de courage de nous le dire. C'est difficile pour vous et en tant que femme, là, la situation est compliquée pour vous. Il vous faut du temps, peut-être aussi vous faire aider, aller en parler à un psy pour petit à petit élaborer
quelque chose de différent dans la relation pour retrouver peut-être, pourquoi pas, une forme d'intimité. Autrement, tout va être autre en fait. C'est-à-dire que vous vivez vraiment une phase de deuil, c'est que ça va être autre chose, une autre relation. Ouais. C'est un autre couple déjà. Et pour ça, pour vous, c'est très difficile parce que c'est le même, mais c'est plus le même. Voilà. Mais c'est quelqu'un qui est très gentil en plus, donc je m'en veux d'autant plus quand je le bouscule et puis après je m'en veux. Lui, il répond pas, il est pas. C'est quelqu'un de gentil. Et donc je m'en veux. Et puis, mais tout est difficile dans la journée. C'est un remariage, donc moi j'ai des enfants, des petits enfants, mais même de voir mes enfants, mes petits enfants, j'ai l'impression que ça le dérange parce que ça le dérange en fait, voilà. Parce que ça le dérange. Parce que ça le dérange que les autres le voient comme ça. Oui. Et que lui, en fait, il est sans doute presque une forme de honte dans l'émotion qu'il vit, comme si il est dégradé, il le sent, il peut plus. Vous me dites qu'il aimait le langage, qu'il parlait bien, qu'il aimait la langue française. Il se sent complètement anéanti, diminué, et il n'a pas envie de se montrer. Il peut plus avoir des échanges, donc on lui a ôter en fait quelque chose d'essentiel à sa vie. Donc sa vie perd du sens. Donc lui est en grand danger psychologique aussi parce qu'il est en danger vraiment de dépression aggravée. Et moi je crois que ce serait bien que déjà que vous consultiez pour vous et aussi pour lui, peut-être éventuellement si le psy que vous voyez peut vous recevoir tous les deux, ça, voilà, ou vous se déplacer. Regardez ce qui est possible de faire, mais vous avez besoin d'être aidé. Parce que sinon, vous allez vous enfermer chacun dans un enfer. Mais d'où mon appel, justement, parce que il faut que je trouve de l'aide autour de moi. Je peux pas. Il me voit même pas pleurer. Il me voit pas pleurer. Oui. Je pleure pas sous son nez non plus, mais ça m'arrive que des larmes coulent, mais il voit pas. Il ne voit pas pleurer. Non, il voit pas, mais il sent tout. Forcément, il sent tout. Il sent aussi les enfants, les petits-enfants. Il doit avoir ce sentiment de vous prendre une part de votre vie, de votre soleil, de votre bonheur. Et ça doit le rendre excessivement malheureux. Vous me dites qu'il est gentil, qu'il est attentionné. Il doit vouloir se faire tout petit. Pour pas vous encombrer. Donc il développe son autonomie, mais il s'emmure en faisant ça. Or, il a besoin d'aide. Et vous avez aussi besoin d'aide. Chacun. Il y a Pépita qui dit Céline Dion et son mari avaient appris le langage des signes pour se comprendre. Voyez, là encore, je trouve que c'est un exemple intéressant. Avancez pas à pas chaque jour. Courage. Moi, je le connais bien, mais je pense pas qu'il adhère à ça. Je pense pas. Ouais. Il y a un auditeur qui demande votre approche vers lui est difficile, mais est-ce que lui vient vers vous ou est-ce qu'il s'éloigne? Non plus. Non plus, il n'ose plus. Ouais. Non. Ouais. Non. Oui, chacun n'ose plus en fait. Non, chacun n'ose plus. Oui. Non, parce que je veux dire déjà physiquement, il a beaucoup maigri, il n'est plus comme il était. Son visage, il est bien modifié aussi. Bien sûr. Et je me sens pas bien, quoi. Charnellement, je me sens pas bien. C'est dommage, parce que forcément, avant c'était pas comme ça. Et donc, lui, là, il a arrêté aussi de m'approcher. Oui, mais vous pouvez pas vous en vouloir de ça, René, parce que c'est pas quelque chose sur lequel vous pouvez agir, que vous pouvez contrôler. Donc, acceptez-le pour le moment, parce que c'est un état, voilà, dans lequel vous êtes. Parce que si vous vous en voulez, ça va renforcer encore plus. Si vous commencez à vous culpabiliser, vous en vouloir de ça en vous disant c'est pas normal, je devrais pas, c'est comme ça, voilà, c'est comme ça et c'est votre difficulté du moment et vous allez faire avec. Quand on fait avec, on arrive à traverser les orages. Par contre, quand on se bat contre, ça renforce. Vous risquez de renforcer. Je comprends bien, je comprends bien. Mais bon, après... Oui, après. Je me dis que je devrais pas me plaindre parce que lui, le pauvre, en lui enlevant la langue, on lui a enlevé le goût, en fait. Oui, le goût de la vie. Doublement, le goût des aliments. C'est très bien dit. Le goût de la vie, le goût de sa vie. Bien sûr, René. Mais vous n'êtes pas en train de vous plaindre. C'est pas ce que j'entends. Vous n'êtes pas en train de vous plaindre. Vous êtes en train
de nous partager votre difficulté, l'épreuve que vous traversez. C'est pas vous n'êtes pas en mode victime. Vous êtes en train de dire, moi, voilà la difficulté que je vis et je sais pas comment faire avec. Voilà. Donc, voilà. Et enlevez-vous ça aussi de la tête parce que c'est pas de la plainte. Vous avez besoin qu'on reconnaisse, et c'est bien pour ça que vous appelez ce soir, et je tiens à vous le dire, de reconnaître à quel point ce que vous vivez est difficile. Et c'est important de pouvoir vous le reconnaître ça pour pouvoir en faire quelque chose. Parce que si vous le niez, si vous dites oui, mais je devrais pas, c'est pas normal, je devrais pas, ça va encore une fois, là encore, c'est quelque chose qui va se renforcer et ça va obstruer vous ne trouverez pas les solutions, vous ne trouverez pas les capacités de rebond si vous êtes là-dedans, si vous vous interdisez de ressentir l'épreuve. C'est parce qu'on la ressent qu'on arrive à la traverser. C'est parce qu'on sent l'orage, c'est parce qu'on sent qu'on a froid, qu'on est malheureux, qu'on se couvre, qu'on prend soin de soi. Si on ressent pas ça et qu'on dit non, je devrais absolument pas ressentir ce que je ressens, alors on ne peut rien faire pour soi. Et là, vous avez vraiment ce besoin-là. Il y a une auditrice qui dit « Maman a connu cela et on a réussi à parler par l'écriture ». Eh oui, et une autre aussi auditrice qui dit « S'il entend toujours, il peut écrire ». Voilà, il existe peut-être un logiciel qui transformerait ses écrits en paroles pour converser avec lui. Oui, moi ça me paraît un peu compliqué pour lui parce que il y a des choses qu'il gère pas bien non plus. La main, les mains. Non, si les mains, non, mais je veux dire, comment dire. Oui, parce que par écrit, par exemple, on peut pas exprimer ce qu'on exprime par oral. Ah, beaucoup de choses. Ça va pas si vite, quoi. Ah, bah si, à force de regarder les jeunes, là, avec leurs pouces. Puis il y a Nicolas qui est jeune derrière la vitre, il me fait si, il me fait oui. Ouais. Et puis alors, il y a plein de jolis messages. Regardez comme l'écriture aime. S'il aimait la langue, mais justement, écrivez-vous. Mais oui, il y a Sylvie qui dit c'est un témoignage très émouvant. Les textos pourraient peut-être aussi être une alternative. Ouais, non, parce que les textos, déjà, il a du mal déjà avec les textos, donc. D'accord. Bon, mais un joli carnet, à chacun sa page, dans un sens et dans l'autre. Entretenez une conversation. C'était ce qui vous reliait, la conversation. Continuez là. Il y a d'autres modes. Il y a d'autres modes, René, mais ne lâchez pas ce qui était votre lien, qui est la conversation. Parce que l'écriture, regardez les lettres de correspondance célèbres, comme des amoureux ont pu se dire tant et tant de belles choses. Entretenez, commencez une correspondance. Oui, ça peut, oui. Il écrit bien, donc on peut écrire. Oui. Oui, là, il y a un auditeur qui dit, moi j'ai un de mes voisins qui est à faune depuis 20 ans pour un cancer du larynx, et avec un carnet, et les échanges sont très efficaces. Ne pas omettre que le handicap est là, et aussi, en n'omettant pas que le handicap est là, y trouver des remèdes. C'est faire avec, là, vraiment pour vous, René. Ouais. Je vous souhaite vraiment beaucoup de courage. Oui, parce que là, il n'y a pas seulement la parole, il y a aussi qu'on peut même plus prendre un café ensemble, on peut plus manger ensemble, on peut plus. Au début, je mangeais dans mon coin, je voulais pas qu'il me voie manger, il me dit mais s'il mange. Donc voilà, je fais mon petit plateau repas, lui il passe ses poches, c'est triste. Oui, c'est triste. Vraiment, c'est tout un quotidien qui est bouleversé. Ouais, c'est vrai que c'est très, très, très triste et très éprouvant ce que vous vivez, René. C'est difficile. Oui, c'est difficile. Mais cependant, j'avais l'impression de mieux l'accepter au départ, mais là je deviens triste et je sors moins. Parce que lui l'est aussi. Parce que ça, oui, et vous avez raison d'en avoir peur. C'est pour ça que j'aimerais que vous consultiez quelqu'un, que vous soyez aidé. Parce que chacun est en train de s'emmurer. Comme vous dites au début, on se dit on va faire avec, on fait front, puis ça s'installe. Et comme vous dites, la tristesse prend le dessus. Et vous le voyez triste, et lui vous voit triste, et vous risquez de vous enfermer. Donc vraiment, il est temps de réagir à cette situation, René. Et la tristesse signe d'ailleurs une forme de deuil. C'est parce que vous y êtes maintenant, dans cette tristesse, que vous allez renoncer pour ouvrir une page, je l'espère, nouvelle et belle dans votre histoire. Je vous embrasse fort, René. Courage. Merci de nous avoir appelés ce soir. Merci. Au revoir. Au revoir.
Oui, René, si vous nous écoutez toujours, une suggestion de Martine par SMS qui dit en plus de l'écriture, René pourrait jouer au Scrabble avec son mari, par exemple. Et c'est vrai que tous les jeux, activités, tout ce qui pourrait vous réunir, voilà, va contribuer à vous aider, vous soulager l'un et l'autre. Bonsoir Lily. Bonsoir Sophie. Bienvenue. Bienvenue. Mais excusez-moi, je suis un petit peu émue par contre. Oui, mais Oui. alors, vous vouliez nous parler d'un ennui en fait de la vie qui vous étreint. Ça va pas fort, quoi, autrement Pas dit. du tout. Bon, ça Hein, fait pas des du années tout. que ça va pas très fort. Ça fait des années, oui. Oui. Bah écoutez, ça va quand même mieux parce que, bon, je fume beaucoup. Par contre, bon, j'ai ralenti quand même. Au lieu de 3 paquets par jour, je suis arrivé à 12 paquets. À 12 cigarettes Ah par oui. jour. Bon. À 12, oui, 12 d'accord. par jour. 10 à 12 par jour. Voilà, je suis une ancienne malade alcoolique. Oui. Ça fait 7 mois que je ne bois plus du tout. Mhm. Mais je vais vous 7 dire, mois, 7 mois. 7 Bravo. mois, oui. Ah oui, Bon, j'ai fait des cures, des sevrages. oui, Bon, c'est beaucoup C'est ma courageux. deuxième fille qui m'a beaucoup aidé. Par contre, oui. je lui ai expliqué que tout était dur. Enfin, quand je me suis sortie, depuis je suis à la retraite, en fait. Ah oui. Voilà. Je vais avoir 61 ans au mois de juillet. Mhm. Mais le problème, c'est que... Bah, écoutez, je reçois ma fille demain pour manger à la maison demain soir. Mon gendre. Mhm. Et je suis toujours restée amie avec mon ex-mari Oui. et sa femme. Donc, c'était prévu qu'ils viennent manger demain soir à 19h. Oui. Et mon ex-mari, quand j'étais à les courses, il m'a laissé un message comme quoi que s'il pouvait passer demain après-midi, bon, c'est gentil de sa part par contre. Parce que j'ai une maison, comme je vis seule, donc je Oui. peux pas tout faire. Donc il m'a dit, bah écoute, Lily, si tu veux, avec Marielle, donc sa femme, je suis amie avec eux. Hein. Oui. Et, je sais pas si c'est un bien ou pas un bien, j'adore sa femme. par Bah oui, contre. pourquoi pas. Si Oui. pour vous ça vous va. Oui, bien Oui, sûr. ça me va, oui. Bah oui. Ouais, oui, ça me va, Sophie. Oui. Oui. Comme moi, quand j'étais mariée 20 ans avec lui, j'ai pas été malheureuse, il y a eu des hauts et des bas, donc on va se dire 50-50, puis voilà. Oui, mais c'est une belle histoire que vous nous racontez Ouais. là. Et donc Lily, et aujourd'hui quand vous dites ça va pas fort, est-ce que vous êtes aidée là? Ça fait 7 mois que vous avez arrêté de boire. Est-ce que vous êtes bien soutenue, bien aidée? Vous voyez quelqu'un? Comment ça se Moi, passe? j'ai fait beaucoup de cures, par contre, j'ai fait des cures. Ah, c'est des cures. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui est j'allais dire, pas loin de chez vous, que vous pouvez voir régulièrement pour parler, pour être soutenu? Non, j'en ai plus ça, Sophie, Ah. par contre. Non, j'en ai plus. Mais par contre, j'ai fait 3 cures Ouais. à Londres, je sais pas si vous connaissez la... C'était à Londres, en fait. Oui. Mais je sais que je dois plus boire. Il y a eu des hauts, des bas, donc j'y ai retourné. L'alcool ne me pose pas beaucoup, ne me pose plus de problème du tout. Bon, après, il y a eu la cigarette quand même. Mais Sophie, ce que je ne comprends pas, par contre, ça fait 15 jours, je me dis, j'étais bien pendant un temps, je travaille plus. Donc, de ne plus travailler, d'être à la retraite, ça fait du bien. Mais ça fait 15 jours, Sophie, que je m'en sors pas. Parce que j'ai envie de faire plein de choses chez moi. Ma tête me dit, fais ci, fais ça. Et mon corps n'arrive plus à suivre. Vous êtes fatiguée. Vous êtes Je tout le suis temps fatiguée. Oui. Très fatigué. Oui. Et il y a un mois, quand j'avais été voir mon médecin, mais je ne vois pas là mon médecin parce que je ne lui dis pas tout non plus. Je lui dis pas tout. Quand il me dit, Madame Lily, est-ce que ça va Je lui dis ça. Mais je suis fatiguée, Sophie, je suis fatiguée. Pourquoi vous lui je avez sais pas dit à votre médecin? Comment Bon, quand vous dites je lui dis pas tout, pourquoi vous lui avez pas dit que vous étiez fatiguée? Bah lui, c'est pas je suis dans une maladie alcoolique, par contre. Ah, bon, il s'en doute, votre médecin, non? Oui. Il le sait pas? Oui. Bah non, parce que ça fait 1 an et demi que je le contacte, par contre, parce qu'avant, c'était pas mon médecin. Vous entendez bien avec lui? Ah oui, il est très gentil. Et pourquoi vous lui diriez pas ce que vous nous dites là pour qu'il puisse vous aider? Parce que là, Lily, en fait, vous êtes fatiguée parce que c'est dur, vous menez un combat malgré tout. Vous dites, Oui. bon, ça va, mais quand même, voilà, 7 mois après avoir fait 3 cures, vous êtes battue, vous prenez sur vous-même, vous allez puiser à l'intérieur de vous énormément de ressources quand même, malgré Oui. tout, pour tenir. La cigarette aussi, passer de 3 paquets à 12 cigarettes, c'est pas rien. Donc, vous fournissez un effort
très important et un grand changement avec, oui, bien sûr des envies dans la tête, mais une capacité qui est moindre parce qu'elle est mobilisée par tout l'effort que vous fournissez par ailleurs. Donc vous avez absolument besoin, Lily, d'être très soutenue. Alors pas seulement, bien sûr, j'entends la famille, l'entourage, tout ça, ça va bien, mais d'être soutenue sur un plan... alors médical, psy ou médecin généraliste, mais en tout cas d'écoute, de soutien, de quelqu'un qui vous dit ça va aller, qui regarde comment vous allez, si vous êtes très fatigué, votre tension, voilà, que vous ayez un vrai suivi et que ce corps-là qui n'en peut plus soit soutenu sur un plan médical. D'accord. C'est vraiment important là, parce que c'est courageux ce que vous faites et que ça vous demande vraiment beaucoup d'énergie. Et dites-lui, j'ai envie de faire plein de choses, j'arrive pas à trouver cette énergie, mon corps me suit plus, exactement ce que vous dites. Pourquoi vous craignez d'ailleurs est-ce que vous craignez plutôt de lui dire les choses pourquoi vous dites non, j'ai pas à lui dire ça? Qu'est-ce qui se passe en vous? Vous osez pas le dire ou ça le regarde pas? Qu'est-ce que vous vous dites? Quand je parle à ma fille, quand j'ai à ma fille, j'ai Elodie, écoute ma petite poule, je comprends pas du tout, j'ai plein de trucs dans j'ai envie de faire plein de choses. J'ai Elodie, je vais laver par terre. Une fois que j'ai lavé par terre, je ne vais pas me pousser parce que je suis fatiguée. Je me force à faire quelque chose en fait. Et puis elle me répond, mais maman, attends, t'as plus 20 ans, t'as 60 ans passés. Oui. Et ça, je lui dis, mais attends, j'ai 61 ans au mois de juillet, mais je suis pas vieille. Et à chaque fois que j'ai une chose comme ça à quelqu'un, on me dit, t'as plus 20 ans, t'as 60 ans. J'ai arrêté de me dire que je suis vieille. Et ça, je supporte pas, Sophie. Oui, je comprends. Non, mais c'est pas tant... Je suis d'accord avec vous, Lily, c'est pas tant une histoire d'âge. Bien sûr, évidemment qu'on n'a pas le même corps, la même énergie à 20 et à 60. On va dire évidemment, d'accord. Mais en même temps, voilà, il y a plein de gens de 60 ans qui ont une pêche fantastique. Donc, c'est pas tant une histoire d'âge. Et les gens disent ça, en fait, pas pour vous embêter, pour vous rassurer. Mais moi, je crois surtout que c'est le combat que vous menez, où votre vie, 7 mois, c'est court, ça a radicalement changé. Oui. Alors, il faut, là, pour le coup, on parlait tout à l'heure de prendre soin de soi. Vous, Lily, il faut prendre soin de vous. Alors que si vous, tous les matins, vous mettez un coup de pied aux fesses en vous fustigeant, en vous disant oui, je devrais faire ça, c'est pas normal, je fais pas ça assez vite, je suis pas assez courageuse. Non. Doucement, voilà. Écoutez-le, ce corps. Vous avez peut-être besoin, je sais pas, de faire une sieste ou 2 par jour, de dire voilà, je fais telle activité et puis après j'irai me reposer. Programmez-vous des moments de repos, des moments de tranquillité, des moments où vous êtes bien avec vous-même et vous allez voir aussi que ça va faire remonter de l'énergie. Écoutez, demain je reçois ma fille à manger demain soir avec mon gendre. Donc mon ex-mari, sa femme, moi, il devait venir demain soir à manger à 19h. Et j'ai mon ex-mari qui m'a appelé quand j'ai été faire les courses. Et il m'a dit, Lily, écoute, si tu veux, cet après-midi, si tu veux demain, on vient plutôt avec Marielle, donc sa femme, avec Elodie, donc ma fille, mon gendre. Si tu as besoin de faire quelque chose dans la maison, parce que j'ai une maison, je suis propriétaire d'une maison. Et écoute, si tu n'as plus à attendre. Et je suis complètement paniquée, Sophie. Je lui dis, attends, aujourd'hui, je n'ai pas passé ma chambre. Mais il me dit, attends... c'est pas grave, oui. Je suis paniquée, Sophie. Alors, il a dit quoi, lui? Il a dit quoi? Il vous a dit, c'est pas grave? Non. Et il me dit, Lily, on va pas manger dans ta chambre, on va voilà. dans la musique. Oui, c'est gentil. Et je suis perdue. De mon besoin n'est pas propre, je suis mal à l'aise. Oui, non, stop Lily. Soyez dans le plaisir. Vous les aimez bien. C'est important que vous voyez des gens avec lesquels vous êtes heureuse, qui prennent soin de vous. Et vous allez dire avec un grand sourire quand vous allez les recevoir, écoutez, voilà, je suis épuisée en ce moment. J'ai pas en ce moment, voilà, je traverse une période, je suis un peu fatiguée. Donc la maison est pas nickel. Bon, c'est pas grave que la maison soit pas nickel parce que l'essentiel c'est que vous passiez un moment joyeux, un moment d'échange parce que là, Lily, vous allez vous prendre de la ressource, des forces dans ce moment-là. Et c'est ça dont vous avez besoin. Alors que si vous annulez votre dîner en disant non, la maison est pas assez propre, je suis pas nickel, c'est pas, voilà, vous allez rester seul chez vous à vous dire que tout ça c'est de votre faute. Non, par contre, j'ai accepté pour monter le soir. Mais si je viens à 2h30, moi je vais faire des lasagnes maison, je vais faire mon petit baba au Ah, c'est trop tôt, c'est ça, vous voulez dire. Voilà, ils viennent trop tôt. Dites-lui de venir plus tard.
Il m'a dit, Lévi, t'inquiète pas, on va pas te casser les pieds. Nous, on s'occupe de dehors avec Marielle. Ah oui, mais non, ils viennent chez vous, donc c'est à vous de dire, non, écoute, voilà, c'est gentil, mais ça m'arrange vraiment pas, je préfère 19h30, je serai plus tranquille. Oui, mais du coup, j'ai posé leur dire, Sophie. Ah, pourquoi? Ça me frappe. Parce que je me suis dit, quand même, ils me rendent service. Ah oui, bien sûr, mais de dire, est-ce que ça t'ennuie? Oui, je comprends. Mais vous pouvez dire les choses gentiment en disant, voilà, si ça vous ennuie pas trop, moi, ça m'arrangerait bien que vous veniez plutôt à 19h30 qu'à 18h30. Bon, sauf si ça pose un gros problème, mais ça s'appelle faire une demande, et on peut tout à fait, justement, parce qu'on s'entend bien avec d'autres, faire une demande. Donc, c'est important que vous posiez une demande. Et vous dites, voilà, c'est pas parce qu'ils font des choses pour vous que ça vous interdit de leur demander quelque chose. Oui. Sous prétexte qu'ils vous aident, ils sont sympas, ils font des choses pour vous, vous dites, non, mais alors du coup, je peux plus rien demander. Non. Bien sûr, tant mieux, ça veut dire qu'ils sont dans de bonnes dispositions envers vous. Oui. Alors, je dis pas d'en profiter, je dis juste que la relation, elle est saine et normale, de dire, voilà, si pour vous c'est possible. Bon, si vous dites, écoute, non, parce que ça nous fait faire un détour, je sais pas quoi, ils sont allés faire les courses directement, bref, j'en sais rien, bon, vous verrez bien ce qui se passera. D'accord? Bon, c'est demain, c'est ça? Oui, c'est demain. Dîner. Demain à dîner. Oui. Oui. Bon, donc les magasins sont fermés. Bon, peut-être qu'ils peuvent arriver un peu plus tard, même une demi-heure, ça vous ferait du bien. Ah non, mais n'importe comment. Sophie m'a appelé tout à l'heure, il m'a dit, Lily, on vient à 14h30. Mais j'ai dit, mais Jean-Louis, moi, je dois faire à manger, je dois faire... Il dit, t'inquiète pas, on va pas rester... À 14h30 pour le dîner? Oui. Mais parce qu'ils veulent profiter du jardin et de la maison, peut-être. Ils veulent entretenir ma maison, en fait. J'ai pas pu leur dire non, Sophie. Et alors, et pourquoi ça vous ennuie? S'ils viennent profiter du jardin, oui. Parce que moi, Sophie, quand je vais faire à manger, j'aime bien être dans ma cuisine tranquille. Vous leur dites, vous savez, Lily, vous allez leur dire, écoutez, vous profitez de la maison comme vous voulez, vous jardinez, il va faire beau demain. Donc vous êtes là dans la maison, mais alors par contre, vous savez quoi, vous me laissez toute seule dans mon domaine, dans la cuisine. Je veux personne dans la cuisine. Ouais. Voilà. Vous mettez votre cadre, vos conditions. Oui. Ça, c'est encore mieux pour vous. D'accord ? Ouais. Et puis il y a Alix qui dit, ce serait bien que vous fassiez un bilan de santé dans un centre d'examen de santé aussi. Oui. Et en tout cas d'être, notre auditeur qui dit le risque quand même, c'est toujours la rechute. Il existe un médicament qui maintenant soutient vos efforts. Donc voyez ça avec votre médecin. Vous pourriez faire une activité type sophrologie ou hypnose. Oui. Et puis vous pourriez demander à votre médecin une aide ménagère pour quelques heures pendant un certain temps. Selon vos ressources, vous aurez une petite participation, mais ça vous aidera. D'accord. C'est aussi une idée. Ouais. Parce que je suis fatiguée, Sophie. Écoutez, tout à l'heure, j'étais faire les courses. Moi, j'ai l'habitude de faire les courses. C'est la première fois que ça m'arrive comme ça. J'étais à mon magasin comme j'ai l'habitude. J'étais complètement perdue, Sophie. Complètement perdue. D'abord, je ne trouvais même plus ma voiture. Je savais même pas ce que je devais acheter. J'étais fatiguée. Fatiguée dans le sens... mais je me dis, c'est pas possible. Oui, mais attention Lily, 7 mois que vous avez arrêté, c'est tout votre métabolisme qui est en train de changer. Donc, oui. Mais c'est important que vous en parliez avec votre médecin. Donc forcément, c'est le temps que tout ça retrouve un équilibre. Donc alors, vous allez... Oui. Je me disais, quand je buvais, j'étais fatiguée, j'étais pas bien. Et ma fille, elle m'a dit, tu sais, maman, quand tu bois, c'est pas bon, t'as l'impression de déprimer et tout. Bon, j'ai été bien pendant 2 mois. J'ai arrêté de moi-même, Sophie. Donc, j'étais bien pendant 3-4 mois. Et puis là, je vous dis, ça fait, 5 mois même. Puis là, ça fait 2 mois quand même que je suis fatiguée. Mon corps ne veut plus suivre. Et je passe pas l'alcool, par contre. Pas du tout, non, parce que l'alcool, j'ai compris. Mais je me dis, en plus, j'ai ralenti la cigarette. Donc, j'ai ralenti quand même 2 choses quand même. Non, mais la cigarette, ça fatigue. Et l'alcool aussi. Donc, vous n'êtes pas fatigué parce que vous avez enlevé certaines substances. C'est vous êtes fatigué parce que vous fournissez un effort pour l'arrêt. Et en plus, vous êtes seul. Donc, vraiment, maintenant, Lily, c'est formidable ce que vous avez fait. Mais vous allez vous faire aider. Vraiment. Parce que ce serait trop bête de gâcher tous ces efforts parce que vous allez vous épuiser à tenir toute seule là comme une grande qui veut tout régenter. Donc non, vous allez vous faire aider, d'accord ? Je compte sur vous. Je vous embrasse. Mon médecin traitant. Oui, exactement. Parce que vous savez, des cachets, moi, écoutez, j'ai pris des cachets, j'avais 20 ans, donc j'ai pris beaucoup d'antidépresseurs de mon premier mari.
Et j'ai tellement été droguée, je vais pas en prendre tant. Mais j'aimerais quand même qu'il me donne un petit truc quand même. Vous verrez avec lui. D'accord, en fait. Vous verrez avec lui. Hein, je vous embrasse, Lily. Hein, et bonne journée demain. Bon dimanche. Bonsoir Charlotte. Bonsoir Sophie. Alors donc moi en fait déjà j'avais envie de commencer un petit peu par une note d'apaisement. Oui. En fait la dernière fois que je vous ai contacté c'était pour une leçon de vie, vous avez parlé de ma surdité. Oui. Et en fait je voulais rebondir en disant j'aimerais que dans ce monde il y ait beaucoup plus de paix et d'amour et qu'on arrête la violence. Donc maintenant je vais parler de mon problème. Oui. En fin de compte, moi, ça se passe plutôt mieux pour moi, sauf que récemment, je me suis dit, et puis après tout, si ce personnage-là, il écoutait, il comprendrait peut-être. Il y a quelques années, j'ai été dans un appartement, c'était vraiment ce qu'on appelle un dépannage de première nécessité. Et je savais que de toute façon, j'y resterais pas très longtemps. Et en fin de compte, j'ai subi l'enfer avec un voisin qui était qui pardonnez-moi l'expression, mais qui faisait chez tout le monde, c'est le cas de le dire. Soir, matin, etc. Ça gueulait et tout. C'était quelqu'un qui était pas bien. Et en fin de compte, il prenait un mal et un plaisir à aller faire ses besoins sur les paliers des voisins. Oula. Ouais, mais un cas vraiment. Oui, c'est un cas. Et moi, j'ai toujours pensé que ce personnage-là, alors je peux pas en être certaine, mais c'est parce que il a tout le profil. Et puis, selon mon psychiatre à moi, il me disait que c'était le profil type d'un pervers narcissique et d'un schizophrène. Et donc en fin de compte, lui, il tapait dans ma porte. Quand il était bourré, il me demandait si je pouvais le pomper. Voilà, sans dire le mot très vulgaire. Et en fin de compte, bref, j'ai déménagé. J'ai été obligée de déménager à cause de ça. Maintenant, je suis dans un appartement qui est relativement davantage protégé, il n'y a aucun souci. Et donc, de toute façon, s'il vient rôder dans les parages, parce qu'il habite quand même à 1,5 km d'où je suis, au point de vue distance, à peu près, il ne sait pas où j'habite, mais s'il se renseigne, ici, il ne pourra pas me... Voilà. Enfin, je veux dire, mais il ne sait pas où vous habitez, là, pour le moment. Non, mais il peut se renseigner je vois pas comment il pourrait faire, mais peut-être par le cadre de mon travail, parce que je vais vous expliquer, c'est quelqu'un que j'ai retrouvé des années plus tard au travail. Ouais. Et moi, j'ai commencé à baliser en fin de compte, et j'ai peut-être fait un acte qu'il fallait peut-être pas faire, parce que lui, il m'a jamais rien fait, il m'a jamais abordé dans le cadre du travail. Je me suis dit, tu fais quoi, t'en parles ou tu fermes ta gueule? Et je me suis dit, je vais peut-être quand même protéger mes collègues et tout. Et puis après, je me suis dit, merde. Oui. J'ai peut-être fait une connerie d'en parler, parce que dans la vie, il était peut-être pas le même dans la vie exactement. Qu'au boulot. Et du coup, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il m'en veut. Parce que je l'ai recroisé. Et du coup, il m'a dit ouais, t'as parlé de moi au boulot et tout ça, et patati et patater, et t'as fait quelque chose qu'il fallait pas que tu fasses. Et j'ai commencé à lui dire, mais tu t'es fait virer ou quoi? Et il me dit non, je suis partie de moi-même. Et je fais, il est où le problème? Parce que moi je suis partie et tout, après, voilà quoi. Donc, et puis si tu t'es pas fait virer, si t'es partie de toi-même, je vois pas ce que je viens de faire là-dedans. Simplement je t'en veux parce que t'as parlé de moi et t'avais pas à dire ça. Et je fais, ouais, mais bon, je veux dire, je suis désolée. Attendez, Charlotte, vous n'êtes pas excusée? Vous lui avez dit non? Oui. Parce que j'avais à m'excuser d'un mec qui me menaçait auparavant? Non, vous aviez à vous excuser d'avoir parlé... Effectivement, c'était pas très judicieux de parler de lui.
Un mec qui m'a menacé il y a des années que je retrouve au travail. Oui, mais vous ameutez tout le bureau pour dire, voilà, c'est un tel, c'est ceci, etc. Alors que vous dites qu'il se comportait bien au travail. Donc pour avoir la paix, parce que là vous me dites mais il va pas me laisser en paix, c'est horrible. Mais parce que maintenant il m'en veut. Parce que moi je me suis mise à flipper moi. Oui. Je me suis dit vous dans le cadre du travail, mais il ne fera rien passé. Mais dehors. Et oui, et vous pensez qu'en en parlant à tout le monde, il vous ferait rien du coup? Ça a peut-être encore ma perception qui m'a joué des tours, mais oui. Mais bon, c'est pas en soi, c'est pas grave. C'est juste que de voir avec vous comment vous pourriez faire attention à vous. Ouais, mais moi le problème c'est que j'ai pas conscience de ça alors. C'est surtout ça qui est grave. Charlotte, c'est surtout vous protéger. C'est pas tant ce que vous faites à lui ou ce que vous ne lui faites pas. L'objectif, c'est de vous protéger. On est bien d'accord. Moi, je pensais qu'en faisant ça, je protégerais les autres. Donc, j'ai pas conscience de ce que je fais. C'est grave quand même. Non, c'est simplement, vous savez, nos croyances ou nos regards font que quelquefois, on apprend de quoi? On apprend de ce qu'on fait, de nos erreurs. On exprime souvent ce qu'on n'est pas pour trouver qui on est. Danger, quoi. Non, parce que là, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Il a quand même été menaçant, quand même. Il a quand même dit si tu continues, je te casse la gueule. Hein. Oui. Et puis ça, c'est ce qu'il vous a dit. C'était quand ça? C'était quand? Avant-hier, quand je l'ai recroisé dans la rue. Voilà. Mais vous lui avez dit je continue pas? C'est si tu continues, je te casse la gueule. Je vais pas continuer alors. C'est ce que je lui ai dit. Il m'a dit, il m'a dit tire-toi. Mais il m'a dit, ce qui m'a quand même fait flipper, c'est qu'il m'a dit t'as de la chance de plus habiter là où tu étais avant parce que j'aurais continué à te faire chier. À venir te faire chier. Oui. Et il m'avait toujours dit des années auparavant qu'il me retrouverait. Ouais. Et ça me fait flipper. Oui, je comprends. Alors, je pense que le cadre du travail, ça s'est fait complètement par hasard. Qu'est-ce qu'il dit votre psychiatre là-dessus? Vous dites que vous lui en avez parlé. Il sait pas que je l'ai vu que vous l'avez croisé. Récemment. D'accord. Ouais. D'accord. Mais lui, il m'avait dit vous avez déménagé maintenant, nada quoi. Et puis après, quand je lui avais dit que je l'avais retrouvé au boulot, il m'avait dit oui, il a peut-être changé entre-temps, et puis il sait pas où vous habitez, quoi. Par contre, si vous le recroisez, qu'il est menaçant, il faudra faire une main courante. C'est ce que j'allais vous dire. C'est exactement ce que j'allais vous dire, Charlotte. Je veux pas. Pourquoi? Je dois en parler avec ma curatrice et ça va être difficile. Pourquoi? Parce que le fait qu'il m'a dit je te retrouverai, il ne lâchera pas ce mec. Je sais qu'il ne me lâchera pas. Mais attendez, pourquoi ce sera difficile de faire une main courante? Parce que si je fais une main courante, il me recroise dans la rue et là il me pètera la gueule. Mais il ne sait pas que vous avez fait une main courante. C'est pour vous protéger vous. C'est pour qu'il y ait une trace que vous avez reçu des menaces. Donc si du coup il vous atteignait ou il vous faisait quoi que ce soit, il y aura une trace que vous aviez été menacé avant. Mais lui, il n'est pas au courant. Oui, mais ces mecs-là, ils vont en tôle, ils ressortent et puis après ils continuent, quoi, ils ramassent. Pourquoi vous pensez qu'il a déjà fait de la prison? Je pense. Mais vous ne savez pas. En tout cas, je ne vais pas le dire à l'antenne, mais j'ai discuté avec un collègue qui était quand même, lui, par contre, plus clair que lui, et qui m'avait parlé de lui. Et je ne dirai rien à l'antenne, mais j'ai un doute. Oui. J'émets un doute. Oui. Doute. En tout cas, cette histoire vous préoccupe beaucoup et vous y pensez beaucoup. Du coup, et vous faites beaucoup de scénarios. Ça me préoccupait il y a 8 mois quand j'étais dans le travail. Après, j'ai terminé. Je l'ai plus revu et tout. Je sais qu'il habite pas loin. Voilà. Et puis là, je l'ai recroisé, il a fallu qu'il vienne me faire chier, quoi. Qu'est-ce que vous pourriez faire pour vous apaiser, d'après vous, Charlotte? Qu'est-ce qui vous aiderait à vous apaiser, à moins vous inquiéter? Ne plus y penser ou aller faire une main courante. Mais la main courante, je suis incapable de la faire. Parce que? Je peux pas. Je peux pas. Je me sens... je suis entre la peur, la honte et la colère. La peur, la honte et la colère. Donc la peur qu'il le sache, c'est ça? Qu'il apprenne.
La honte de quoi? D'une forme de délation, de quelque chose comme ça, c'est ça? La honte de quoi? La honte la honte d'être obligée de me dévoiler d'un truc, d'un danger, Oui, en quoi c'est honteux? Comme si c'est vous qui aviez fait quelque chose de pas bien? Oui, c'est ça. Mais c'est pas le cas, on est d'accord. Non, mais je me dis que je suis une provocatrice et puis je me dis que je suis une salope, comme il dit. Et alors, du coup, vous lui donnez raison et ça provoque de la honte chez vous. Vous pensez qu'il a raison, d'une certaine manière. Il y a quelque chose en vous qui dit s'il avait raison. Je sais pas, moi. Peut-être, hein. Et si j'étais pas au fond une aguicheuse, je sais pas, peut-être que je me rends pas compte. Je sais pas dans mon rapport avec les gens. Mais vous avez d'autres rapports avec les gens qui sont pas comme ça. Oui, c'est vrai, on me le dit et je le sais, mais oui. Voilà. Mais c'est ça qui lui, compte. son rôle, c'est de me mettre ça dans la tête. Hein. Oui, j'en suis persuadée. Mais donc, si vous acceptez qu'il vous le mette dans la tête, vous prenez ce qu'il dit pour argent comptant, et du coup, ça vous fait du mal. Donc, qu'est-ce que vous décidez de lui donner raison ou de pas lui donner raison? Non, je suis capable de lui. J'ai déjà été capable de le faire sursauter, ce gars-là. Oui, mais je parle pas de ça. Je parle de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Est-ce que vous décidez de lui donner raison ou de pas lui donner raison, vous, avec vous-même? Non, de pas lui donner raison. D'accord. Donc, si vous lui donnez pas raison, il n'y a pas de raison d'avoir honte d'aller déposer une main courante. Oui, je suis complètement perdue en fait. Oui, non, j'essaye de vous remettre sur la piste. Vous m'avez dit, je veux pas le faire parce que j'ai peur, j'ai de la honte et j'ai de la colère. Donc on a regardé, j'ai peur. Là, on est en train de regarder, j'ai honte. Et là, vous me dites, j'ai honte parce que si ça se trouve, il a raison de dire ce qu'il dit sur moi. Et quand je vous dis, est-ce que vous êtes d'accord pour lui donner raison, vous me dites non. Donc ça voudrait dire que j'aurais fait une erreur, moi, alors, dans faisant ça. Non, ça veut simplement dire que qu'il n'est pas lieu d'avoir de la honte. Que c'est pas juste d'avoir de la honte. Il n'est pas lieu de quoi c'est pas juste que vous soyez honteuse, que vous ressentiez de la honte, puisque vous êtes d'accord pour dire je ne lui donne pas raison. Oh, je suis dans la compréhension là. Je comprends pas. Ouais. Vous arrivez plus à suivre. Non, mais vous souvenez, moi j'ai un problème de perception de surdité. Oui, je reprends vos propos, Charlotte. Donc j'essaye de vous suivre. Et vous m'avez parlé de la colère aussi. Qu'est-ce qu'il y a comme colère? Pas la colère, que je comprends pas pourquoi cet homme-là il s'acharne à moi, parce que dès le départ je lui ai rien fait quoi. Ou alors, est-ce que j'aurais fait un truc, je sais pas, dit quelque chose et que à partir de là, c'est pas qu'il s'acharne contre vous et c'est pas que vous lui auriez fait quelque chose. C'est comme vous avez eu peur, vous avez parlé de lui au travail. Donc il y a bien eu un événement. Voilà, il y a eu cet événement maladroit, malencontreux, qui était quelque chose que vous avez fait pour vous protéger. Donc ce qu'il y a à apprendre de vous, Charlotte, c'est que quand vous essayez de vous protéger, quelquefois, il arrive qu'au lieu de vous protéger, vous fassiez voilà, bravo. Vous voyez, vous suivez super bien. Oui, mais j'en ai pas conscience, et dans mes paroles et dans mes actes. Oui, mais là, c'est ce que j'essaye petit à petit je me rends pas compte. Et patiemment de tricoter à l'instant avec vous. Quand on parle de déposer une main courante et vous me dites non parce que j'ai peur, parce que j'ai honte, parce que je suis en colère. Et quand on regarde les 3 éléments émotionnels qui s'agitent en vous, on voit bien que cela, au lieu de vous protéger, vous met en danger. Donc la protection, ce serait d'aller déposer une main courante. Donc à un moment donné, c'est de décider quelque chose pour vous en disant c'est juste, et même si je sais plus très bien pourquoi, et même si je ressens des choses un peu contradictoires, je crois que c'est quand même ça qu'il faut que je fasse. Parce que ça peut vous rassurer, et qu'une fois que vous aurez posé un acte, émotionnellement, vous allez vivre autre chose. Mais il y a le nom de lui, il y a le nom de moi, c'est wow. Mais c'est ce que les psys appellent une expérience émotionnelle correctrice. C'est-à-dire, vous faites une nouvelle expérience émotionnelle, waouh, comme vous dites, mais correctrice dans le sens où c'est celle que vous ne vouliez pas poser et qui peut corriger votre perception. Vous avez raison qu'il y a une histoire de perception, mais comment on fait pour changer une perception dans la vie ?
on vit autre chose qui va modifier la perception. Toute seule, vous pouvez pas modifier votre perception. On peut parler pendant 1 heure toutes les deux, je vais pas modifier votre perception. Ah bah non. Hein, on est d'accord. Ouais, bien sûr, d'accord. Bien sûr. Donc la seule façon d'arriver à avoir une nouvelle perception d'un événement, c'est de poser un comportement un peu différent, qui fait qu'en posant ce comportement, tout d'un coup, tiens, on perçoit autre chose. Le regard change, le vécu change. Dans l'action, on parlait du mouvement en fait. C'est ça. Et le vécu va changer du coup. Donc, si on reprend cette histoire de main courante et que vous posez cette action d'aller déposer une main courante, et je comprends que ça vous fasse peur, mais allez-y peut-être avec une amie, avec quelqu'un de confiance. Non, ma curatrice, ouais, je sais. Mais... Oui. Elle vous accompagnerait ? Ah oui, et puis oui, bien sûr. Oui. Je dois en parler avec elle. D'accord. Parlez-en avec elle parce que il me semble que c'est même une expérience, si vous voulez, importante à vivre pour vous. Ne serait-ce que justement au niveau de la perception. Parce que j'ai une amie qui me dit que j'ai un problème avec les émotions. En fait, tout tourne autour de ça, perception, émotion, et ça, c'est vraiment dans le comportement, dans l'action. Donc, il n'y a aucune raison, Charlotte, que vous n'avanciez pas comme ça tranquillement sur un chemin un peu plus serein pour vous. Et quand il va falloir que je parle à mon amie, merde. Ouais. Courage à vous, Charlotte, et puis merci de nous avoir appelés ce soir. Et puis, je suis sûre que vous allez faire plein de bonnes choses avec votre amie. Quant à moi, je vous souhaite un très beau dimanche demain qui risque d'être ensoleillé, qui va être ensoleillé, un joli risque. Il est 1h, vous écoutez Europe 1. Je vous souhaite une très belle nuit. Je vous laisse en compagnie des fantastiques histoires de Christophe Ondelat avec Ondelat raconte. Et nous, on se retrouve demain à 23h. Bonne nuit, faites de beaux rêves.